messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye reste ferme sur ses positions sur la fiscalité. Devant la convention des jeunes reporters du Sénégal, le chef de l'État est revenu sur la dette fiscale des entreprises de presse. Ce sera la dernière fois, indique-t-il, que l'État va effacer cela. Le chantage ne passera pas, à marteler le président de la République. Saint-Louis, capitale du Setal Sunu Réew, l'opération de nettoiement mensuel initiée par le gouvernement et à sa dernière édition. Le Premier ministre est attendu dans la ville tricentenaire ce samedi matin. Ousmane Sonko donnera le premier coup de balai. Nous serons en direct avec les équipes de la RTS qui ont installé leur quartier dans l'ancienne capitale. Une seconde chance pour les candidats exclus du bac 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur dégage en touche. Abdourahmane Diouf demande à la commission de discipline de prendre toutes ses responsabilités et de déterminer les modalités des sanctions. Ces élèves étaient venus dans les centres d'examen avec des téléphones portables. Keir Starmer, nouveau Premier ministre en Angleterre, le Parti travailliste a remporté les élections législatives au Royaume-Uni. La France retient son souffle pour savoir qui sera vainqueur du second tour des législatives. Le Rassemblement national avait remporté la première manche. Bienvenue, mesdames et messieurs. Direction tout de suite Saint-Louis, sur les bords du fleuve. Un journal consacré à l'opération Setal Sunu Réew. Nous y reviendrons avec nos équipes sur place. Justement, c'est une initiative du président de la République, le Setal Sunu Réew, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a reçu une délégation de la Société britannique de la rue. Les échanges ont porté sur les possibilités de partenariat dans les domaines de la lutte contre la corruption et le trafic de produits illicites. C'est l'ambassadeur du Royaume-Uni qui donne les détails de cet entretien. Voici son Excellence au micro de Omar Nying. Nous avons eu l'honneur d'une audience avec son Excellence Monsieur le Président. J'étais accompagnée par la Société britannique de la rue, qui est une société qui offre des services et des produits importants dans la lutte contre la corruption, le trafic de produits illicites et les documents d'identification. Nous sommes venus pour parler du partenariat entre le Royaume-Uni et le Sénégal, qui est en plein épanouissement autour de 3 priorités partagées: la prospérité, la sécurité et le développement durable. Aujourd'hui, nous avons parlé du partenariat que nous pouvons renforcer autour de ce combat contre la corruption, le trafic illicite et les services qui sont offerts par la société britannique de la rue, qui travaille, qui est une société vraiment leader dans ce secteur et qui travaille dans beaucoup de pays dans le monde, que ce soit dans la région de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs dans le monde. A reçu ce vendredi la convention des jeunes reporters du Sénégal, très attentif aux conditions de travail des journalistes. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a rappelé l'importance de la justice et de l'équité fiscale. Il a rappelé justement la question des exonérations qui doivent respecter la loi et servir l'intérêt public. Omar Nying. Au Palais de la République, les reporters ont porté la parole de la presse. La convention s'est d'abord félicitée de l'oreille attentive du chef de l'État. Nous avons tout d'abord tenu à remercier le président de la République. Il nous a adressé une lettre le 3 mai dernier pour nous parler de ses ambitions. Mieux, il nous a conviés au dialogue national qui a été convoqué le 28 mai dernier. Nous avons eu à demander une audience et automatiquement, il nous a accordé cette rencontre, une rencontre au cours de laquelle nous avons évoqué plusieurs questions qui concernent la presse de manière globale. Nous sommes des reporters, mais nous sommes venus parler au nom de la presse dans sa globalité. Quand on parle de la presse dans sa globalité, on parle de la situation des reporters, le photographe, le caméraman, le reporter qui est sur le terrain au quotidien, mais également les patrons de presse, entre autres.
La presse est un pilier de la démocratie. En encourageant les reporters, le président Bassirou Diomaye Faye a rappelé leur rôle dans la construction d'un Sénégal nouveau. Je voudrais féliciter les jeunes reporters pour leur engagement exceptionnel. Cet engagement que la Convention a pour l'excellence journalistique aussi me fascine. Et votre passion pour ce métier-là, elle reste fondamentale en fait, parce que quand on travaille dans des conditions difficiles, il est très compliqué de le faire s'il n'y a pas de passion. La presse est un pilier de la société et de la démocratie, et vous avez votre rôle à jouer dans la promotion d'un Sénégal souverain, d'un Sénégal juste, équitable et prospère, parce qu'en fait, c'est ce que nous voulons tous. L'audience a permis à la Convention de jeunes reporters de remettre au chef de l'État le rapport sur les conditions de travail des journalistes et techniciens des médias. Les résultats montraient que, par exemple, sur 216 reporters, la plupart n'ont pas de contrat de travail. Et ceux qui ont des contrats de travail également, il n'y avait pas un versement au niveau de l'IPRES ou bien au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons eu des reporters qui sont tombés malades, mais ils ont eu toutes les difficultés du monde pour être pris en charge au niveau des structures hospitalières ici au Sénégal. Conditions difficiles que le président Bassirou Diomaye Faye comprend, non sans rappeler les principes d'équité et de justice fiscale notamment. Cette question du non-reversement des cotisations sociales me permet de parler de la situation des entreprises de presse. Moi, je ne pense pas qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, puisse bâtir son modèle économique sur la base de « Ok, je vais pouvoir injecter des fonds, exploiter, faire des bénéfices, ne pas payer des impôts pour garder plus de bénéfices ou pour régler même les problèmes de l'entreprise. » Un modèle social ne peut pas être bâti sur la base de la fraude fiscale. Ce n'est pas possible. Aucun pays sérieux n'accepte ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour les entreprises de presse? Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on parle d'effacement de la dette fiscale des entreprises. En tout cas, avec moi, ça ne s'est pas passé et ça ne se passera pas. Donc le dernier effacement, c'est la dernière fois que ça se passe. C'est la loi qui dit quand vous employez quelqu'un et qu'il a un revenu, il doit payer des impôts. Et votre impôt n'est pas arrivé à destination. C'est ça le problème. On vous a fait des prélèvements sur vos maigres salaires et les entreprises en question, pour certaines en tout cas, les plus grands débiteurs de cette dette fiscale-là, ne sont pas partis payer cet impôt-là. Et cette histoire de fraude fiscale-là, d'abord c'est fini, mais la loi me dit, et je le dis tout le temps aux Sénégalais, je suis le seul Sénégalais qui a levé la main et qui a juré de respecter la loi. Mais alhamdoulilah, j'ai juré aussi de la faire respecter. Ce chantage ne marche pas. Maintenant, s'ils veulent des solutions, j'attends qu'ils m'écrivent pour me dire voilà les pistes de solutions qu'on veut vous proposer. Et on va être inventif. Le président Bassirou Diomaye Faye encourage le prix Mamles Camara du journalisme pour l'investigation. L'initiative qui est en cohérence avec l'éthique et la déontologie qu'il promeut. Pour le reste, des concertations sont en vue pour accompagner d'autres projets comme la formation continue des journalistes, l'habitat, bref, de meilleures conditions de travail des jeunes reporters. L'examen du BFM précédemment prévu à partir du jeudi 18 juillet 2024 est reporté au lundi 22 juillet 2024. Les directeurs des examens et concours, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision signée le ministre de l'Éducation nationale. Direction Saint-Louis. Anne-Marie Gomis nous y attend. Bonsoir Anne-Marie, vous êtes sur les bords du fleuve Sénégal, sur la corniche, la belle corniche de Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'AOF, la ville tricentenaire. Est-ce que la ville est propre à la veille de l'opération Seetal Sounouré, où les Saint-Louisiens attendent demain l'arrivée du Premier ministre Ousmane Sonko? Tout à fait, Ibrahima. Bonsoir à toi, bonsoir à toutes et à tous.
Vous l'avez dit, bienvenue dans la ville Saint-Louis, la vieille ville, la ville tricentenaire qui accueille donc demain la journée du nettoiement, une première édition en dehors de Dakar. Et la RTS a fini d'installer ses bases ici même devant le pont Faidherbe, une infrastructure chargée d'histoire. À quelques heures justement de l'événement, la RTS Ibrahima vous livre ce soir l'image qu'offre la capitale du Nord. Un décor peu reluisant, vous le verrez tout à l'heure, malgré le travail titanesque de la Sonaged, beaucoup reste à faire dans le domaine pour garder la capitale du Nord propre. La population déplore également le manque de civisme de certains citoyens. Constats et témoignages dans ce reportage réalisé justement sur les berges du fleuve. C'est un sujet de Diana Badia. Une ville au paysage attrayant. Nous sommes à Saint-Louis. Des conteneurs poubelles positionnés au bout des grandes artères à côté des berges viennent en appoint au dispositif de bacs à ordures. De la corniche jusqu'à la langue de Barbarie en passant par l'île, le décor est partout plaisant. La Société nationale de la gestion intégrée des déchets, Sonaged SA, s'y déploie en collaboration avec la mairie. Quand vous parcourez la ville, vous savez que depuis presque 5 ans, il y a une nette amélioration au niveau de la gestion des ordures ménagères à Saint-Louis. Maintenant, ça se voit que la ville est devenue propre, vraiment pas à 100%, mais au moins presque à 80%. On s'est battu pour pouvoir gérer vraiment les ordures ménagères, la commune et avec la Sonaged. Les résultats obtenus dans la gestion des déchets sont tangibles à Saint-Louis où par le passé, les berges étaient transformées en dépotoirs. C'est un travail de titan accompagné de sensibilisation auprès des populations qui commencent à s'approprier la question. Des femmes du quartier nettoient quotidiennement la berge. Personnellement, j'ai mon râteau et ma pelle pour y participer. Nous nous organisons pour appuyer les agents de nettoiement avec qui nous travaillons dans la solidarité. Il y a un changement. La salubrité s'est nettement améliorée. Nous avons des poubelles tout au long de la berge. Maintenant, tout le monde doit s'impliquer et éviter de verser des ordures un peu partout. Cependant, ici à Gorumbach, comme dans le reste de la langue de Barbarie ou encore au quartier populaire de Pikine, le problème de comportement persiste et freine ces efforts déployés au quotidien. Je suis charretier, je me gare au bord de la berge où interviennent régulièrement les agents de la Sonaged et de la mairie. Mais je reconnais que ce n'est pas facile vu l'entêtement de certains. Nous n'avons pas encore le vrai comportement pour pouvoir gérer les ordures ménagères. Mais nous, avec le système que je vous ai mis, qu'on a mis en place, on est tout le temps sur le terrain, essayer de sensibiliser, de parler et amener, faire enlever les ordures à tout moment. La pérennisation des actions de la mairie et de la Sonaged passe par une implication plus accrue des populations des 33 quartiers de la commune de Saint-Louis, un engagement citoyen fort. Saint-Louis en a besoin pour mériter son surnom de Venise d'Afrique. Autre paire de manches, Ibrahima, l'assainissement, là également, la ville fait face à de nombreux problèmes, surtout en période d'hivernage. Malgré les investissements à coups de milliards, la problématique reste sérieuse, surtout dans certaines zones comme Pikine, où se sont rendues nos équipes suivant ce reportage d'Ibrahima Moupa. Saint-Louis, une ville qui a un réseau d'assainissement assez dense, un patrimoine infrastructurel non négligeable. À Saint-Louis, nous avons à peu près 120 km de réseau d'eau usée, 120 km de réseau d'eau usée et 7 stations de pompage pour les eaux usées toujours et une station de traitement pour les eaux usées. Et pour les eaux pluviales, nous avons 45 km de réseau d'eau pluviale et 14 stations de pompage d'eau pluviale. Derrière ce tableau, plutôt reluisant, se cachent beaucoup de difficultés, comme ici à Pikine, qui abrite le plus grand bassin de rétention de Saint-Louis. C'est un bassin qui a été prévu pour recueillir l'ensemble des eaux pluviales et même maintenir ces eaux-là durant toute l'année pour recueillir les oiseaux migratoires. Et ces bassins, au début, ils étaient clôturés à 100% le bassin. Mais malheureusement, vous voyez, on a coupé tout le grillage et le bassin maintenant est devenu un dépotoir d'ordures. Saint-Louis a bénéficié du programme des 10 villes, mais l'impact n'est pas grand.
les travaux sont toujours en cours. Saint-Louis avait une plus grande particularité et avait à peu près un financement de plus de 15 milliards qui était prévu pour Saint-Louis. Et à Pikine, nous avons un réseau d'eau usée que nous avons commencé à installer. Et là, le canal que vous voyez ici, c'est un canal qui a été prévu pour recueillir l'ensemble des sorties qui alimentaient le bassin. Parce que le niveau du bassin est devenu plus haut maintenant que le réseau. Donc on était obligé de créer un canal qui va recueillir l'ensemble de ces 5 sorties qui alimentaient le bassin et créer une nouvelle station. On a une nouvelle station à construire, une nouvelle grande station de eaux pluviales. Et comme ça, on aura à annihiler le bassin. Et à chaque fois que vous voyez des eaux débordées, des eaux usées qui débordent, que ce soit des eaux usées ou des eaux pluviales, c'est parce qu'on a eu à rejeter des corps étrangers dans le réseau. Les responsables de l'Office national d'assainissement comptent sur la compréhension et un changement de comportement des populations pour changer la donne. Les riverains jettent souvent des ordures dans les canaux d'évacuation, une situation qui perdure. Voilà la deuxième édition de la journée à Setal-Sounoumré se tient donc demain, ici même à Saint-Louis. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont attendus dans la vieille ville. Alors, qu'en pensent les Saint-Louisiens? Qu'est-ce qu'ils attendent justement de cet événement? Abdoulaziz Ban leur a tendu son micro. Dans la vieille ville, ils sont tous unanimes sur le choix porté sur Saint-Louis pour abriter la deuxième journée du nettoiement. Beaucoup de fierté chez ces Saint-Louisiens rencontrés qui estiment que ce choix n'est pas fortuit. C'est un honneur qui est fait à notre ville centenaire qui a besoin d'un coup de balai pour vraiment rendre le cadre de vie idéal pour un épanouissement de la population. Bon, trop propre, c'est trop dire quoi. On a toujours besoin d'un coup de balai pour mieux améliorer le cadre de vie de la population. Je remercie le Premier ministre d'avoir choisi Saint-Louis comme première ville qui va accueillir cette deuxième journée de nettoiement. Je crois que ce prétexte aussi, Saint-Louis en a besoin. Ça fait l'occasion parce que nous souffrons depuis un temps des inondations, mais aussi de l'insalubrité. Donc, ce faisant, ce qui fait que quand le Premier ministre fait ce déplacement, il a honoré tout Saint-Louis. Saint-Louis est sale et a un problème d'assainissement. Nous souffrons beaucoup à cause de cela et il faut absolument y remédier. Pour cette deuxième journée de nettoiement, les attentes sont nombreuses du côté de Saint-Louis. La ville a besoin d'un coup de balai pour être plus propre. Donc nous attendons pendant cette journée qu'on puisse nettoyer tout Saint-Louis d'abord. Ensuite, Saint-Louis puisse bénéficier des projets d'envergure comme l'assainissement de Pikine. Comme vous le savez, Pikine Saint-Louis souffre d'énormes difficultés causées par des inondations. Donc cette visite-là, ça va être un prétexte pour tous Saint-Louisiens d'avoir réglé certains problèmes que Saint-Louis souffre. Je pense que c'est une très bonne initiative. On s'approche de l'hivernage. Vous savez que les canalisations, en général, sont trouées, bouchées par la population. Et par cette occasion, toutes ces canalisations qui ont été un peu obstruées vont retrouver le rythme normal afin que les eaux pluviales puissent passer facilement. Nous allons sortir pour nettoyer. Saint-Louis a besoin de cette journée de nettoiement. Des quartiers comme Pikine, Tableau-Wallo, entre autres, ont besoin d'être véritablement assainis. C'est une très bonne chose, une très bonne initiative. Saint-Louis est à l'heure de la deuxième journée de nettoiement et sonne déjà à la mobilisation. Une mobilisation qui va permettre à toutes les couches de la population de jouer leur partition. Et à la veille donc de cette journée, le gouverneur de région, vous allez le voir sur ces images, accompagné de quelques services concernés, était sur le terrain. Alioune Badara Samb a visité quelques sites devant abriter l'événement. Et puis place maintenant à l'invité de ce 20h, Alioune Badara Diop. Bonsoir.
Bonsoir. Voilà, vous êtes adjoint au maire de Saint-Louis, ancien directeur de l'OLAC, l'Office des lacs et cours d'eau. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, quelles sont les mesures que vous avez fini de prendre pour assurer la réussite de l'événement demain? D'accord. Merci beaucoup Anne-Marie. Vous me permettez d'abord de saluer tous les téléspectateurs et souhaiter aussi la bienvenue à toute l'équipe de la RTS qui est ici à Saint-Louis. Bon, notre chère ville s'honore d'accueillir Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko pour la deuxième journée de l'opération Set Setal organisée sur le territoire national. Dès que nous avons été informés, le bureau municipal s'est réuni, d'une part pour faire un appel à toute la population saint-louisienne, d'abord de sortir pour accueillir Monsieur le Premier ministre et sa délégation, mais aussi de participer activement à cette journée. La mairie aussi va mobiliser tous ses moyens logistiques, constitués de plusieurs engins, des pelles, des tractopelles, des bennes tasseuses, et tout son personnel seront aux côtés des populations du Premier ministre pour assurer une parfaite réussite de cette journée. On sait que les attentes sont nombreuses au regard justement des défis. Quels sont aujourd'hui les besoins de la municipalité pour une bonne gestion des ordures au niveau de la vieille ville? D'abord, il faut dire, notre équipe municipale a fait beaucoup de choses quand même dans le cadre de la lutte contre les ordures. J'espère même que vous-même, vous avez trouvé une ville propre et très bien éclairée. Et dans ce cadre, la commune a doté tous les ménages de poubelles domiciliaires gratuitement. C'est une ville aussi nous avons travaillé à acquérir énormément d'engins et d'équipements pour assurer la collecte et le transfert des ordures. Mais aujourd'hui, le principal souci de la population saint-louisienne, c'est la finalisation, l'achèvement de l'assainissement de Pikine et le démarrage des travaux d'assainissement de Citaignard. Car ce sont deux quartiers dont les travaux sont inclus dans le projet d'assainissement des 10 villes, démarré depuis plus de 5 ans, mais quand même dont l'entreprise tarde à finaliser les travaux. La finalisation de ces travaux, surtout à Pikine, va permettre au moins de récupérer le bassin de rétention qui est aujourd'hui un dépotoir d'ordures et d'affecter ce terrain à la construction d'équipements socio-éducatifs dont le quartier de Pikine a fortement besoin, tels que le lycée de Pikine, le marché, entre autres. Donc, l'appel que nous lançons à M. le Premier ministre, au-delà de lui souhaiter la bienvenue dans notre chère ville, de réussir, d'avoir une bonne réussite de la journée, c'est vraiment d'accompagner la commune sur cet aspect de la finalisation de l'assainissement. Car Saint-Louis est une ville amphibie. Les 3 composants de Saint-Louis, que ce soit Sort, l'île ou la Langue de Barbarie, sont tous entourés par de l'eau, avec des nappes phréatiques qui effleurent. Donc il n'y a qu'un réseau d'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales fonctionnel, performant, qui devrait nous permettre de résoudre totalement le problème de la gestion des ordures. Mais à part, M. Diop, à part Dakar et Diourbel, Saint-Louis reçoit beaucoup de financements pour gérer certainement les inondations et également les eaux de pluie et autres. Mais aujourd'hui, est-ce que le résultat est visible? Apparemment non. Où se trouve réellement le problème, M. Diop? Bon, je dirais même qu'après Dakar, même Saint-Louis est la ville qui a reçu le plus, qui s'est dotée le plus d'équipements en réseau d'assainissement, que ce soit pour les eaux usées que pour les eaux pluviales. Mais les résultats sont probants, hein. Les résultats sont très probants. Je dirais à Saint-Louis, sur les 33 quartiers, je dirais la quasi-totalité était inondée durant les mois d'août et de septembre. Aujourd'hui, il en reste peu de quartiers, surtout Médina, Marmial et un peu vers Pikine et Guinaw-Rail. À Saint-Louis, on tardait à ouvrir les écoles à date du fait que les établissements publics étaient souvent occupés par les populations dont les maisons étaient envahies par les eaux. Aujourd'hui, ce n'est pas tellement le cas. Aujourd'hui, presque les écoles ne sont plus occupées en termes d'hivernage. Saint-Louis aussi est doté de plus de 4 stations de pompage d'eau pluviale
qui sont toutes fonctionnelles. Je dois dire maintenant, c'est une ville aussi qui grandit vite. Et il y a une particularité de Saint-Louis, c'est le Sekdek. Beaucoup de quartiers, les gens y habitent, ce sont des zones non édificantes et les populations viennent s'installer. C'est pourquoi, lorsque les problèmes d'inondation sont réglés dans l'île, à Gokhumbat, à Santhiaba, à Tendjiken, à Djamagan, à Ndiolofène, à Balakos ou autres, de nouveaux sites inondables naissent dû à l'occupation des populations. Mais je dois vous dire, Anne-Marie, et je pense que les Saint-Louisiens seront d'accord avec moi, qu'il y a énormément d'efforts qui ont été faits pour lutter contre l'insalubrité et les inondations à Saint-Louis, et ces résultats aussi sont palpables pour les populations qui vivent dans notre chère ville. Voilà, vous avez notre casquette, vous êtes également ancien DG de l'OLAC. On sait que Saint-Louis représente une part importante dans le travail. Aujourd'hui, quels sont les secteurs prioritaires pour préserver nos ressources contre justement la pollution dont on parle fréquemment? Bon, c'est vrai que je ne suis plus DG comme vous le dites, mais je suis heureux d'être informé que M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement va séjourner à Saint-Louis et va aussi faire des séances de travail avec l'Office des lacs et des cours d'eau. Les personnes qui trouvera sur place, avec à sa tête Madame la directrice générale que je salue, vont lui présenter les préoccupations. Mais lorsqu'on parle de l'OLAC de Saint-Louis, on passe immédiatement au lac de Guerre, qui est un cours d'eau très stratégique pour le Sénégal, de par le fait qu'il participe à l'alimentation en eau potable de beaucoup de centres urbains, mais aussi participe à beaucoup d'activités agricoles et pastorales. Effectivement, ce lac est menacé par des pollutions et je pense que le meilleur moyen de le régler, c'est de mettre en place une redevance de prélèvement du lac. Parce que tant qu'il y a une gratuité sur le prélèvement et le rejet, il y aura toujours des abus. Mais lorsque quand même ce prélèvement sera mis en place, ça permettra à l'État de pouvoir quand même recueillir des ressources pour mettre en œuvre toute sa politique de gestion des ressources en eau, mais aussi ça va permettre de pouvoir mettre en place des outils de contrôle des prélèvements et des rejets. Et je pense qu'en ce cas, les structures qui ne respecteront pas ces normes quand même pourront être recadrées, et je pense que quand même ce sera une occasion unique de restaurer les fonctions écologiques et économiques du lac de Guerre, qui est un plan d'eau très stratégique pour notre cher pays. Pour finir, retour sur la journée à Setal Sounouré, prévu donc ici même demain. Le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont attendus dans la vieille ville. Côté dispositif, côté organisation, est-ce que tout est fin prêt? Quel est le message à l'endroit des Saint-Louisiens? Bon, je dirais pour l'organisation, c'est surtout monsieur le gouverneur et le préfet. Nous avons participé à toutes les séances de préparation. Et je peux dire ici, sans risque de me tromper, que toutes les dispositions sont prises pour une parfaite réussite de la cérémonie. Maintenant, l'appel que j'ai dit, c'est aux Saint-Louisiens, c'est de réitérer l'appel de monsieur le maire, que les Saint-Louisiens sortent en masse pour participer à cette journée. Car c'est un honneur qu'après Dakar, que notre ville soit choisie pour accueillir les activités officielles de cette journée de Set-Setal qui va se dérouler sur le plan national. Nous avons le privilège de recevoir M. le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. J'espère bien que la population saint-louisienne va sortir, car en plus de l'appel de M. le maire, même l'imam Latib, par le biais aussi de son premier adjoint, a fait aussi un appel pour que les Saint-Louisiens sortent. Même si tout le monde ne peut pas se retrouver là où M. le Premier ministre sera, mais au moins chacun, devant chez soi, participe à cette journée de Set-Setal pour que quand même notre cadre de vie soit beaucoup amélioré. Monsieur Diop, merci. Je vous rappelle que vous êtes adjoint au maire de la ville de Saint-Louis. Ibrahima, voilà ce qu'il fallait retenir pour ce soir. Rendez-vous est donc pris demain à des 9h, prise d'antenne avec toute l'équipe sur place pour vous permettre de vivre en direct la journée Setal Sounouré initiée par les nouvelles autorités. Je rappelle que le Premier ministre et quelques membres du gouvernement sont attendus ici même dans la vieille ville.
Anne-Marie, on a envie de vous garder avec ces belles images de Saint-Louis entre le fleuve et l'océan. Saint-Louis, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, qui accueille demain donc le Premier ministre Ousmane Sonko pour la journée nationale Seetal Sounouré, opération de nettoiement des régions et des villes du Sénégal. De belles images, Anne-Marie, qui contrastent avec ce qui se voit à Matam, un décor qui règne sur les berges du fleuve Sénégal. Désolant, hideux. Les populations ont le sentiment que les autorités ne font rien pour stopper ces attaques sur l'environnement. Difficile de respirer dans ces conditions en plein poumon avec ces tas de sachets et autres déchets, malgré la proximité avec ce plan d'eau. Ibrahima Pabitiédio. Les berges, toujours transformées en dépotoirs. Chaque jour, avec son lot d'ordures, des images qui n'honorent guère la commune. Là, on a pratiquement toutes sortes de pollutions. Et la pollution la plus visible, c'est les déchets plastiques. Et malheureusement, ces déchets plastiques ne sont pas dégradables. Ce qui est visible aujourd'hui, c'est à la surface. Mais si on allait en profondeur au niveau du fleuve, on ne peut même pas imaginer ce qui se passe réellement. C'est vraiment désolant de voir qu'aujourd'hui, les berges du fleuve Sénégal se sont carrément détériorées. Non pas seulement dans la commune de Matam, mais c'est tout le long du département. Les places mythiques d'antan, plages, ont disparu. C'est ça le premier constat. Deuxième constat, on constate que les populations n'ont pas là où déposer des ordures ménagères. Ils se contentent de laisser jusqu'à la nuit pour verser dans le fleuve. Cela crée des problèmes de santé publique. Et pourtant, de l'autre côté de la rive, le constat est tout autre. Nos voisins de la Mauritanie, ça se voit déjà à l'œil nu. À leur niveau, c'est déjà propre. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêche de faire la même chose? Donc il va falloir réfléchir de façon intelligente, en synergie, entre l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'État du Sénégal, les collectivités territoriales, notamment le département, et les communes, telles que la commune de Matam, pour mettre en place un très bon projet. Les populations sont tout le temps en contact. Ils font leurs activités, que ce soit le linge, que ce soit des activités agricoles. Ils le font au niveau du fleuve. Les gens doivent changer de comportement et savoir que l'environnement, c'est pour nous. La journée du Seetal est donc une belle opportunité. Les acteurs plaident pour que les efforts soient aussi orientés vers cette partie du fleuve afin de la rendre beaucoup plus attrayante. Vous voyez ces plages, on pouvait même y organiser le tourisme. Et malheureusement, l'image que ça renvoie est hideuse. Mettre surtout l'accent sur la sensibilisation. Chaque citoyen de la région de Matam doit se dire que moi je suis concerné par cette pollution, je suis concerné et je dois mener ma contribution pour le Seetal au niveau des berges du fleuve Sénégal. Dans les quartiers, les associations sont déjà à la mobilisation. C'est le cas à Gourel-Serigne. Donc demain, surtout les anciens dépôts d'ordures qui sont dans le quartier, pratiquement, les gens ont commencé encore de reverser des ordures. Donc c'est là où on peut passer demain. Pour cette deuxième journée du Seetal, plusieurs sites sont déjà identifiés. Une rencontre technique s'est tenue à cet effet sous la houlette du préfet. Après le nord, le sud du pays, à Ziguinchor, les jeunes se préparent pour la deuxième journée nationale Seetal Sounouré dans les quartiers. Les actions de sensibilisation sont menées par de petits groupes afin de mobiliser les populations. Michel Madi. C'est à l'université à Sansec que nous retrouvons les membres du Club Changement Climatique de Ziguinchor. Ibrahima Sedi et ses camarades se préparent pour la deuxième journée nationale Seetal Sounouré, lancée par les autorités du pays. C'est une journée qui engage toute la nation sénégalaise pour rendre le Sénégal un État propre, ou bien un pays propre. Donc les membres, l'information a été déjà diligentée pour appeler à une forte mobilisation communautaire et participer à cette journée-là, comme on l'avait fait à la première journée. Le club Changement Climatique compte aujourd'hui plus de 200 membres répartis un peu partout dans les quartiers, écoles et autres. Et pour la deuxième journée, chaque démembrement connaît déjà son lieu d'intervention. Les membres qui sont en ville ici à Ziguinchor pourront se rassembler au niveau du village artisanal de Ziguinchor, près de l'hôpital de la Paix, pour participer à l'activité. Et ceux qui seront dans d'autres lieux aussi sont appelés à participer à la journée. À quelques kilomètres de là, les jeunes de Yamatogne aussi se disent prêts pour répondre à l'appel du président. Donc là, j'ai
un gilet avec moi, on a quelques bottes et des gants. Mais voilà, il nous sera aussi nécessaire peut-être, si on a la possibilité d'avoir des brouettes, pelles et consorts. Donc là, ça nous facilitera un petit peu le travail de terrain. Pour la précédente journée, les jeunes avaient participé massivement à l'opération de nettoyage du quartier. Cette fois-ci encore, ils souhaitent mobiliser tout le monde. On a quand même joué la carte de la communication, c'est-à-dire en lançant en fait l'initiative sur les groupes WhatsApp, les bouches à oreille. Et donc je pense que sur cet aspect-là, on a essayé quand même de sensibiliser la population. Jeunes, adultes, femmes et hommes sont tous invités à prendre part à la mobilisation citoyenne prévue ce samedi 6 juillet 2024. Pour cette journée, le village artisanal sera le point de ralliement de tous les groupes mobilisés. Un lot de matériel de nettoiement pour rendre plus propre la gare routière de Nioro en lieu de transit, point de départ de centaines de véhicules pour desservir le sud du pays et d'autres contrées. L'endroit est très fréquenté. Malheureusement, il est très loin d'offrir un cadre attrayant aux voyageurs. Claire Diop. Le partenariat scellé est de taille et l'amélioration du cadre de vie est visée. Et c'est un important lot de matériel de nettoiement qui est mis à la disposition du comité de gestion de la gare routière Nioro de Kaolack. Sur place, la question de la gestion de l'environnement de travail et d'accueil est élevée au rang de priorité pour un bon déroulement des opérations. On a amené 20 brouettes, 50 pelles, 50 balais nylon, 50 râteaux et en plus 50 pelles que je te dis. Et vous savez que les matériels, on l'a acheté, mais on va le laisser ici pour que le président du groupement, Pape Moudour, c'est lui qui va utiliser les matériels après. Parce qu'on voulait que vraiment, après cet investissement de demain, il va profiter de l'occasion de continuer de faire le nettoiement dans les gares routières. On est très content parce que une gare routière qui regroupe des milliers de personnes par jour, si on leur donne des brouettes qui sont au nombre de 20, des pelles, des balais et d'autres matériels qui peuvent rendre propre la gare routière, vraiment, on est très content de cette donation. À cela s'ajoute un lot de bacs à ordures pour renforcer le dispositif. L'initiateur du projet va plus loin dans sa démarche. Des opérations de nettoiement sont prévues dans d'autres sites accueillants du public. La prochaine fois, on va encore faire un nettoiement au niveau du garage Dakar, comme vous le savez. Et l'autre prochain, au marché central, dans les marchés dans la commune. Et les lieux de culte. Et beaucoup de sites qui sont à Kaolack. Je crois que c'est ça qui m'a motivé. Et puis le projet, ça n'arrête pas ici. C'est un projet qui va durer, même dans les ASC, dans les clubs de football. Plus que le gouvernement encore nous a donné du leçon pour que chaque citoyen peut donner sa participation dans la localité. Un comité de gestion est mis en place pour superviser les opérations de nettoiement, aussi veiller à la durabilité du matériel offert. La gare routière Nioro de Kaolack dessert plusieurs localités, dont les régions sud et sud-ouest du Sénégal. L'endroit public accueille au quotidien du monde. Et puis, le journal vous propose un dossier sur la décharge de Keur Massambagé, l'unique dépotoir autorisé de la ville de Thiès sur une superficie de 6 hectares. Implantée en 2014, l'infrastructure a atteint ses limites. Le boom démographique a occasionné une cohabitation étroite entre les habitants et les ordures. Conséquence, un mal-vivre, des désagréments et un impact sérieux sur l'environnement et la santé des riverains. Sa fermeture est annoncée depuis 2022, mais jusqu'à présent, rien de décisif. Décharge de Keur Massambagé, une bombe écologique, un voisin encombrant. C'est le grand format de son 20h, Fatimata Banelba. Pour un voyageur qui quitte l'autoroute à péage pour Thiès en traversant ce mur serait bien loin de se douter que juste derrière se cachent 6 hectares de déchets amoncelés au fil des ans.
Depuis une dizaine d'années, toutes les ordures de la ville de Thiès et environ sont déversées à Keur Massamba Gueye. Odeur nauséabonde, mouches et une fumée pestilentielle embaument les alentours, au grand désarroi des populations riveraines. C'est impossible de cohabiter avec ces ordures. Même durant le ramadan, nous ne pouvions plus faire nos nafilas dans notre mosquée à cause de la fumée. On peut rester presque une semaine avec des incendies et c'est souvent l'œuvre des récupérateurs qui brûlent des pneus. Il faut savoir aussi que avant l'avènement aussi de l'UCG, il y avait la ville de Thiès qui exploitait aussi cette décharge. Et depuis des années, il n'y avait pas toutes ces habitations à côté. Aujourd'hui, l'unité de décharge autorisée de Thiès, érigée en 2014, a atteint ses limites et ses capacités d'accueil. Ce matin-là, la fumée a envahi, comme d'habitude, l'école élémentaire de Keur Massamba Gueye, située à 100 mètres de la décharge. L'impact est très négatif du point de vue sanitaire, parce qu'ils souffrent pratiquement tous de maladies respiratoires, telles que le bronchite pulmonaire, telles que la pneumonie. Il y a même des cas d'asthme et de tuberculose qu'on a détectés ici à l'école. Malheureusement, nous avons fait toutes les démarches qu'il fallait faire au niveau administratif. Nous avons écrit. Au niveau également social, nous avons fait beaucoup de mobilisations, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de solution. Que dire donc de Cheikh Mbaye qui a vu sa maison abandonnée par des locataires, faute d'un environnement sain et vivable? Ça fait 2 ans qu'on avait annoncé la fermeture de cette décharge, mais rien jusqu'à présent. Cette situation est pire durant l'hivernage, avec des mouches, l'odeur nauséabonde accompagnée d'une fumée insupportable. En plus, cette proximité m'a causé beaucoup de tort. J'ai construit des appartements en guise de location. Je ne trouve pas preneur à cause de l'odeur. Et pourtant, les services de l'État chargés de l'exploitation de la décharge nous font savoir que la structure est désormais fermée. Les camions et autres bennes tasseuses n'y viennent plus, mais des centaines de charretiers avec à leur bord de jeunes enfants continuent leur besogne chaque matin. On ne peut pas sortir les charrettes du système. Parce qu'il y a des zones où la collecte ne peut se faire que par charrette. Donc là aussi, on est obligé un peu de les maintenir là-bas. Mais on a créé une plateforme qui est dédiée aux charretiers. On va prépositionner des caisses de 16 mètres cubes, ce qui va faire qu'on aura un bon contrôle du flux de déchets amenés par les charrettes et qu'il n'y aura pas en fait l'impact qu'on peut voir maintenant, c'est-à-dire les brûlures des déchets ou bien le contact du sol avec les déchets. Ce sont de très jeunes enfants qui fréquentent ces lieux et transportent les déchets. Ils empruntent même les sens interdits, alors que ce n'est pas sûr. Moi, en tant que père de famille, je ne suis pas rassuré. Les populations des quartiers de Keur Massamba Gueye, Fayou, Mbourkat, Sinthiou Yoro Sadio ou encore Sud Stade vivent des conditions très difficiles à cause de cette décharge devenue un voisin beaucoup trop encombrant. Pendant que l'État va inscrire ce rendez-vous mensuel sur le calendrier républicain, des Sénégalais prennent le chemin inverse. Vous allez le voir, dans le quartier Abdelkader Diouf se trouve ce qui convient d'appeler le Meubus bis. Le visage de ce quartier au cœur de Dakar a radicalement changé. Sur la VDN3, en décor peu reluisant, des tas d'immondices sont déversés près des concessions par des charretiers sans scrupules, des actes qui frisent le laxisme. Mariam Biramba. Cité Abdelkader Diouf, située entre Hameau 5 et 6. Une cité connue autrefois pour son beau cadre de vie. J'habite là depuis 1993. C'était un quartier résidentiel. C'était un quartier résidentiel bon à vivre. Aujourd'hui, vraiment, les donnes ont changé. La donne a changé. La cause, des charretiers qui ont l'habitude de déverser leurs ordures en provenance d'autres quartiers. Vous voyez derrière moi, c'est un Meubus bis, on l'a appelé Meubus bis, parce que c'est devenu un dépotoir d'ordures. Si toutefois il pleut aujourd'hui,
Demain, nous serons envahis par les larves. Nous sommes fatigués, nous sommes épuisés parce qu'il y a tous les charretiers en convoi qui viennent nous déverser et on n'y peut rien. On parle avec eux, ils nous grondent, ils nous insultent. C'est une situation qui est vraiment déplorable parce que depuis quelque temps, on constate que les charretiers commencent à extraire le sable marin et à en faire aussi un dépotoir d'ordures. Et c'est un phénomène que nous devons tous combattre. Si ça persiste, ça peut causer du tort aux riverains. Mbebes Bis, niché au cœur d'un quartier résidentiel près de la VDN 3. Des odeurs nauséabondes se dégagent des lieux. Des tas d'immondices qui hantent le sommeil des riverains, avec ses lots de conséquences. Il faut aller dans les maisons. Vous allez voir que nous sommes infestés par les moustiques et les mouches. Il y a le palu ici. Donc sur le plan sanitaire, vraiment, on a des problèmes. Il lance un appel aux autorités. Avec l'approche de l'hivernage, on ne se sent pas en sécurité. Donc nous souhaiterons que les autorités nous aident pour évacuer ces immondices, pour évacuer ces saletés, ces déchets. Parce que la population a besoin d'un cadre de vie propre. Et au moment où vraiment le président de la République parle de propreté et de nettoyage, nous voici ce que nous vivons à Amo 5. Je suis allé à la police en vain. Je suis allé à la mairie en vain. J'ai appelé le sous-préfet de Bakhina Nimzat qui nous gère, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. L'État doit prendre ses responsabilités. À travers l'État, les mairies et autres, et veiller à ça. Parce que ça, ce n'est pas normal. Les populations ne vivent pas. Face à cette situation, ces habitants de la cité Abdelkader Diouf plaident pour l'aménagement du site à l'image des travaux effectués au centre aéré de la BCEAO. Et pour terminer cette page consacrée à la journée nationale de Setal Sounouré, direction Touba, le ministre de l'Urbanisme, Moussa Bala Fofana, s'y est rendu pour remettre un important lot de matériel pour la grande journée de demain, Ramatanem. Au niveau du ministère que j'ai le privilège encore une fois de diriger, nous avons plusieurs directions qui sont impliquées. Pour chaque département, nous mettons en place un dispositif conjoint de management entre SONAGED, entre cadres, les équipes au niveau de la direction du cadre de vie. Même, j'ai une autre direction, la direction en charge de la promotion des territoires, qui a un personnel réparti sur l'ensemble du territoire. Donc c'est avec beaucoup de synergie et de manière coordonnée que nous mettons en place un dispositif de management. Et l'idée, c'est de créer des banques d'équipements et permettre à toutes les communautés qui lancent des initiatives de cette Setal de pouvoir venir utiliser ce matériel et le rendre. Comme ça, on va pouvoir bien gérer ces investissements pour notre cadre de vie. Notre cadre devient bien s'occuper de ces équipements pour qu'on ne les perde pas non plus et que ça puisse servir, parce que c'est quand même les fonds du contribuable sénégalais pour le cadre de vie. Écoutez, comme vous le savez, il n'y a pas d'axe spécial. Hein. Ce qu'on veut, c'est que tous les citoyens, que chacun se lève et s'occupe de son quartier. Donc, il ne s'agit pas de se regrouper dans là où sera le ministre et d'amener les... Non, ce n'est pas cela l'objectif. L'objectif, c'est que les chefs de quartier, les dignitaires de quartier, les maisons, les voisins, que tout le monde puisse se lever et dire cette journée, cette matinée, je vais dédier ces heures-là à rendre plus propre mon espace. Et on veut vraiment que ça devienne une culture au niveau de nos populations. C'est déjà le cas, mais maintenant il faut le renforcer encore plus. Ramatanem qui a donc recueilli les propos du ministre de l'Urbanisme. Le professeur Jean-Louis Correa est depuis ce vendredi le président de la commission d'orientation des bacheliers. Il a été installé ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf. Cette commission devra travailler pour stabiliser l'année académique au Sénégal. Le défi, respecter les délais d'orientation des bacheliers avant le 19 septembre prochain. Louise Betsa. C'est un acte républicain et ça se fait chaque année. Pour l'année 2024, la Commission a pour mission de stabiliser l'année académique. Pour sa feuille de route, le professeur Jean-Louis Correa et son équipe se doivent de traduire en acte les orientations du gouvernement. Ces orientations ont pour nom la finalisation de la base de données des bacheliers le 31 juillet prochain, l'orientation des bacheliers le 19 septembre et lundi 21 octobre, le démarrage des cours. C'est une mission qui est extrêmement importante parce que nous avons vu par le passé beaucoup de difficultés dans l'orientation des bacheliers.
et difficultés justement qui avaient une grande incidence sur la stabilité du calendrier académique et le déroulement de l'année académique. L'objectif du ministre depuis le début, ça a été de rétablir le calendrier académique. Cela fait 2 mois que le ministre de l'Enseignement supérieur travaille pour stabiliser l'année scolaire. Il a parcouru les universités pour un diagnostic situationnel afin de faire des arbitrages corrects. Donc finalement, on est dans un pacte où les universitaires disent oui, nous pouvons faire l'effort d'arriver à une stabilisation de l'année, mais il nous faut l'accompagnement. Et le gouvernement est en train de dire oui, si vous faites ces efforts, nous allons vous accompagner. C'est ça le pacte. Et si toutes les 2 parties respectent le pacte, normalement, on va vers la stabilisation de l'année académique. Comme les autres années, le gouvernement a pris la décision d'orienter tous les bacheliers. L'année dernière, on a orienté 73 000 bacheliers à peu près. Cette année, si le taux de réussite est bon, autour de 50-51%, on aura 80 000 bacheliers. Et l'intention du gouvernement, c'est de les orienter tous dans les universités publiques, dans les ISEP comme dans les universités privées. Du point de vue de l'actualité, 2 points importants ont été soulevés lors du débat. Normalement, il y a des catégories d'élèves qui n'auraient pas dû faire le bac cette année. Ce sont ceux qui étaient forclos, donc ceux qui auraient dû déposer leur dossier depuis janvier qui ne l'avaient pas fait. Il y a aussi ceux qui ont des problèmes d'état civil. Exceptionnellement, le gouvernement, sur les instructions du Premier ministre et du Président de la République, a décidé de donner une 2e chance à ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire. Donc nous allons ouvrir la période de réinscription très rapidement. On est aujourd'hui vendredi, le 5, dès la semaine prochaine, entre le 8 et le 10. C'est que 3 jours. Toutes ces questions vont être débattues par le nouveau président de la commission d'orientation des bacheliers et les universitaires. Et très rapidement, le ministre de l'Enseignement supérieur va procéder au démarrage de la mise en œuvre. C'est un fait qui a été largement relayé. Certains candidats au bac ont été exclus parce qu'ils avaient devant eux des téléphones portables, 64 à Kaoula, 42 à Dakar, au niveau de Ampateba. Le ministre de l'Enseignement supérieur est revenu sur cette situation. Il suggère que la commission de discipline se réunisse vite pour statuer sur les cas. Nous l'écoutons. Alors, je voudrais dire que la responsabilité du ministre, c'est d'appliquer la loi. Et les présidents de jury qui ont pris ces décisions ont appliqué la loi. Maintenant, la voie qui s'ouvre pour ces élèves et ces parents d'élèves, c'est d'aller devant la commission de discipline pour défendre leur cas. Je pense pouvoir dire que la commission de discipline pourra se réunir dans les plus brefs délais pour statuer sur tous les cas de fraude du bac. Pas seulement sur les cas de téléphone portable, parce qu'il y a d'autres cas de fraude au niveau du bac. Et quand cette commission de discipline-là va s'installer, elle va statuer sur les cas. Moi, c'est ce que je peux dire comme ministre. Et comme ministre, je ne peux pas préjuger des décisions que la commission de discipline va prendre. Parce que cette commission, elle est autonome. C'est à cette commission de dire, d'évaluer la situation de chaque élève pour dire si la punition, entre guillemets, sera d'une année, si la punition peut être rapportée pour que l'élève puisse faire la session de remplacement, ça, ce ne sont pas mes prérogatives. Ce que je peux pouvoir dire à la communauté, c'est que dans des cas de fraude pareille, la sanction standard, c'est que vous ne faites pas le bac sur la session en cours. Et la session en cours, c'est juillet et octobre. Maintenant, la commission de discipline peut voir s'il y a des circonstances aggravantes, des circonstances atténuantes, délibérer en toute liberté et décider du sort de ses élèves. C'est ça la prérogative du ministre, c'est ce que je peux dire. Et je dis aux familles qui sont concernées que je défends l'application de la loi, l'application stricte de la loi, mais je comprends aussi la douleur humaine qu'il y a derrière l'élimination des élèves dans ces conditions. L'actualité internationale, le parti Travailliste a remporté les élections législatives au Royaume-Uni. Keir Starmer devient nouveau Premier ministre. C'est l'un d'une falle.
À l'issue des élections législatives au Royaume-Uni, les travaillistes ont remporté la majorité absolue au Parlement et mettent fin à 14 ans de pouvoir conservateur. Âgé de 61 ans, Keir Starmer est nommé Premier ministre britannique par le roi Charles III. Il est chargé de former un nouveau gouvernement. Ancien avocat, spécialiste des droits humains, Keir Starmer s'est engagé à faire diminuer l'immigration illégale en particulier. Oui, nous avons réussi. Vous avez fait campagne pour ça, vous vous êtes battu pour ça, vous avez voté pour ça et maintenant, le moment est arrivé et le changement commence maintenant. Incapable d'enrayer la chute de son parti, le Premier ministre sortant Rishi Sunak avait tenté de reprendre l'initiative la semaine dernière en convoquant ce scrutin en juillet alors qu'elle n'était attendue qu'à l'automne. Le Parti travailliste a remporté ces élections législatives et j'ai appelé le leader du parti pour le féliciter pour sa victoire. Aujourd'hui, le pouvoir va changer de main de manière pacifique et ordonnée avec la bonne volonté de toutes les parties. Le peuple britannique a rendu ce soir un verdict qui donne à réfléchir. Il y a beaucoup à apprendre et à réfléchir et j'assume la responsabilité de cette défaite. Mais les travailleurs assurent qu'ils continueront à accueillir des réfugiés et à respecter les conventions internationales. C'est ce vendredi à 23h59 que se referme la campagne du second tour des législatives françaises. La crainte de beaucoup d'observateurs est de voir le Rassemblement national sortir avec une majorité, ce qui ouvrirait la voie de Matignon à Jordan Bardella. Chaque camp a défini une stratégie plus ou moins risquée. Et dimanche, ce sera la vérité des urnes. Qui va parader à justement, le 7 juillet et le 14 juillet. C'est une chronique signée Omar Diawa. Dopé par un premier tour où il a viré en tête, le RN euphorique se met à rêver d'une médaille d'or à l'arrivée et d'un Bardella à Matignon, ce que les diasporas maghrébines et subsahariennes surtout redoutent. Face au Rassemblement national, l'heure est à un réel sursaut démocratique et républicain. Dixit Emmanuel Macron. En filigrane, on lit tout sauf le RN. Souper avec le diable est préférable. C'est le temps des petits calculs opportunistes et parfois mesquins. Le dilemme est que souvent, on devra choisir entre deux mots, la peste ou le choléra. Des choix cornéliens aussi énigmatiques qu'un « je t'aime moi non plus ». Le RN cible la droite et le centre droit, demandant à leurs militants d'opérer un choix judicieux. À l'opposé, Glucksmann, convaincu que l'histoire regarde la France, le monde aussi, supplie tous les partis arrivés en troisième position de se désister face au RN en cas de triangulaire pour laisser place à un duel. Globalement, à gauche, un front républicain hétéroclite prend forme, tandis que la Macronie, ridiculisée, groggy, un genou à terre depuis dimanche soir, a du mal à définir une ligne de conduite et des consignes claires. Les républicains déchirés avec 10% se refusent à donner des consignes explicites, se prenant pour des faiseurs de roi. Avec 67% de taux de participation, le plus élevé depuis 1997, l'on peut se demander s'il y a encore de la marge à conquérir chez les abstentionnistes. 33%, ce n'est pas rien. On est dans le jeu politique, jeu de dupes, fait de réalisme, de manigance, de flirts circonstanciels et de combinaisons risquées. Des instituts de sondage anticipent déjà une courte majorité absolue du RN. Pour l'heure, 39 députés du parti ont déjà été élus, contre 32 pour le NFP et seulement 2 macronistes. Le second tour, en plein Tour de France cycliste, risque d'être un tour de passe-passe, forcément décevant pour un camp, joyeux pour l'autre, à une semaine du 14 juillet. Qui va parader ? Verdict donc dimanche en France. Football, après un match à suspense, l'Espagne se qualifie en demi-finale de l'Euro. Elle a battu le pays hôte, l'Allemagne, sur le score de 2-1 après le temps réglementaire. L'Espagne retrouvera le vainqueur Portugal-France en demi-finale. Résumé avec François Sec. L'Allemagne à terre, la Roja a conquis Stuttgart. L'Euro, ce sera désormais sans l'Allemagne le pays hôte. Malgré leur puissance physique et tactique, leur engagement, ils n'ont rien pu faire devant le talent et le collectif espagnol.
Ils commencent à s'y habituer. Un résumé donc signé El Tierno Dramé, l'Espagne qui se qualifie en demi-finale face à l'Allemagne. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, après ce journal, vous pourrez suivre en débat Saïtou avec Abdoulaye Bari. Avec ses invités, ils vont se pencher sur Saint-Louis, patrimoine mondial de l'UNESCO. Saint-Louis qui abrite la journée nationale de Setal Sonoreo à partir de demain. La pêche dans un contexte d'exploitation pétrolière et gazière. Les grands défis liés à la gestion des déchets, c'est à suivre après ce générique et nous vous donnons rendez-vous un peu plus tard pour d'autres informations. Merci à tous.